Merci d'être là jusqu'au bout. Alors je sais que 2 questions vous taraudent en ce moment. Vais-je avoir mon train de 17h11 ? La réponse est oui, tout est calibré pour, ne vous inquiétez pas. La deuxième, quels seront le thème et le territoire invité de l'édition 2022 ? On le saura d'ici une grosse demi-heure. En attendant, d'abord, en tant que président de l'association du festival, je voulais évidemment adresser quelques remerciements à vous toutes et tous, les festivaliers, aux intervenantes, aux intervenants de la programmation littéraire et de ce programme de scientifique en géographie. Les noms ensuite que j'ai déjà appelés, je crois, vendredi, mais je préfère en toute amitié, les redonner. Victoria Caps, Sarah Polacci, Aurélie à la communication, les membres du bureau de l'ADFIG, les bénévoles et les agents, nos partenaires évidemment institutionnels, nos mécènes, les gens qui nous financent, à commencer par la ville de Saint-Dié, l'agglomération, la région, le massif, il y en a d'autres, je ne les cite pas tous. La SNCF aussi, bien sûr, qui est intervenue pendant les échanges, France Culture, qui a été l'un de nos partenaires médias, vous les avez sur le programme, mais voilà, on les remercie tous, évidemment. La troupe aussi des géographes qui a participé à la programmation, Milan Bonté, Claire Hancock, Myriam Houssen, Noémie Rapegno, Jemila Zenaïdi pour la partie corps, Michel Fouché, Sylvain Kahn, Angélique Pal, Céline Rosenblat, Camille Schmoll pour la partie Europe. Ce groupe de géographes, par sa diversité de travaux, d'objets, d'universités, et j'en passe, montre que ce festival, c'est la maison des géographes. Nous tenons évidemment à ce qu'elle reste cette maison accueillante pour toute la géographie, et c'est ce à quoi nous allons continuer à nous employer. J'oublie évidemment une personne, mais c'est que je l'ai gardée pour la fin. La directrice scientifique de cette édition 2021 qui va nous livrer quelques-unes de ses conclusions et je crois aussi ses remerciements, Marion Thius. Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de conclure cette belle édition, cette belle 32e édition consacrée au corps. Effectivement, c'est un sujet nouveau au FIG, moins nouveau après ces 3 jours, et nouveau même si, comme je le disais en introduction de ce festival, les éditions précédentes du FIG, certaines éditions lui faisaient déjà écho, comme par exemple les éditions sur l'alimentation, sur la santé ou sur le fait d'habiter. Alors, je voulais prendre la parole surtout pour moi aussi adresser beaucoup de remerciements. Et je voudrais commencer par toutes les personnes qui ont pris soin de nous et de nos corps pendant cette édition, qui nous ont nourris, qui nous ont véhiculés, qui ont pris soin des espaces dans lesquels les différents événements du festival ont pris place, qui les ont nettoyés, qui ont assuré la technique et l'accueil. Les féministes qui nous ont précédés nous ont appris l'ampleur et la valeur du travail invisible et l'importance du fait de prendre soin. Et donc, je tiens à insister sur le fait que ces remerciements ne sont pas formels, mais qu'ils sont sincères et chaleureux. Je remercie aussi sincèrement et chaleureusement David Valence et la ville de Saint-Dié pour rendre possible ce festival, et bien sûr tous leurs partenaires. L'équipe avec laquelle j'ai eu le plaisir de travailler tout au long de cette année, donc Thibaut Sardier, président de l'ADFIG, Victoria Caps, directrice du festival, Sarah Polacci, directrice de la programmation littéraire, vous les connaissez bien maintenant, et puis également les autres personnes qui les ont soutenues et secondées, je pense en particulier à Frédéric Etienne et Maria Ferreira. Je remercie aussi le comité scientifique qui a été présent et qui a aidé à construire cette belle édition et de s'assurer que, on traitait, parce que ça paraît être un sujet nouveau, mais en fait il est proliférant, il a énormément de différents aspects. Et donc ils m'ont aidé à bien envisager ces différents aspects. Donc je vais quand même rappeler leurs noms: Milan Bonté, Claire Hancock, Myriam Houssen-Olchou, Noémie Rapegno et Jemila Zenaïdi. Et je les remercie du fond du cœur pour avoir été là aussi pendant ces 3 jours. Et puis, bien sûr, les festivaliers, festivalières, intervenantes très nombreuses. Ça a été pour moi une année passionnante, pleine d'échanges, de rencontres, de discussions. J'ai appris énormément et je suis reconnaissante à toutes les personnes que je viens de citer et
voilà, à toutes celles que j'aurais éventuellement oubliées. Et je m'en excuse, mais je vous suis reconnaissante pour tout ça. J'espère que cette édition vous a plu autant qu'à moi. Et voilà, il est temps de passer à la deuxième. Tout le monde piaffe d'impatience, donc merci. Alors avant de passer à la prochaine, on va quand même continuer à tirer un tout petit peu le bilan. Je vous demande d'accueillir la présidente du Salon du Livre 2021 et le président du FIC 2021, Catherine Dolto et Georges Vigarello. Et on va vous laisser la parole tout simplement pour que vous nous disiez de façon très subjective, parce qu'évidemment vous aussi vous avez subi la frustration des festivaliers de ne pas pouvoir assister à tout, d'avoir l'impression de ne pas en voir et en entendre assez, mais vous en avez quand même vu et entendu, donc dites-nous ce que vous retenez. Je prends la parole et je vais laisser Catherine de dire les derniers mots. Écoutez, personnellement j'ai été ravi de participer à ces rencontres pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça permet de multiplier les sujets, ça permet d'affronter des questions qui, à mes yeux, sont profondément originales, et je vais dire un mot sur cette originalité. Et puis, ça m'a permis personnellement de rencontrer tout un ensemble de personnes que je n'aurais sans doute pas vues si je n'avais pas participé à cet ensemble. Alors je voudrais personnellement prendre deux considérations rapidement. Pourquoi le thème du corps est en fait plus intéressant qu'on ne le pense, et Catherine le dira sans doute mieux que moi. Moi, je pense que le corps, ça a permis... Ce sont des considérations générales, rapides, et après, je vais prendre des exemples plus précis en essayant d'être attentif à la question géographique. Le corps, ça permet, à mes yeux, de déplacer la focale. Prenons 2 ou 3 exemples rapidement. Prenons l'exemple de la violence. Traditionnellement, la violence, ça passe par les coups qui sont donnés, ça passe par les traces physiques qui peuvent être laissées. Si vous prenez au contraire le point de vue du corps, vous prenez à ce moment-là en considération l'enveloppe corporelle. Et vous commencez à voir apparaître des violences auxquelles vous ne songiez pas, et qui sont des violences qui consistent à transgresser l'enveloppe corporelle. Voyez ? Deuxième considération concernant ce problème, si vous prenez la perspective du corps, vous vous posez la question des résonances. Et là encore, Catherine est mieux passée que moi pour en parler, des résonances que cette violence peut avoir. Vous savez, c'est une découverte, ça. La question du trauma, c'est une question qui est relativement récente. Moi, quand je travaillais sur le viol dans les années 90 et que je lisais les textes, je voyais, écoutez, la violence, ça peut s'oublier. En revanche, ce qui ne s'oublie pas, c'est par hasard le fait que l'agresseur ait créé une passion chez l'autre. Vous voyez la différence ? La violence, ça laisse pas de traces. Au contraire, nous savons évidemment, en prenant la perspective du corps, que la violence laisse des traces. Je voudrais citer un deuxième exemple, auquel je tiens beaucoup, et il y a eu des interventions à ce sujet lors du colloque. C'est apparemment un exemple périphérique qui, à mes yeux, est important, qui est celui de la danse. Et si vous prenez une perspective un peu comme ça, disons immédiate, subjective, etc., vous avez la danse traditionnelle qui consiste à respecter des normes extrêmement précises, géométriques, etc. Et puis, vous avez la danse moderne qui consiste à faire place à l'émotion, au subjectif, au ressenti. Si vous prenez le problème, si vous prenez le repère du corps, c'est un autre regard que vous avez. Vous avez un regard sur une géométrie qui vient s'imposer à votre corps. Et la danse moderne, c'est quoi ? C'est faire émerger de l'intérieur du corps quelque chose qui va franchir la frontière, vous voyez ? Donc, une vision traditionnelle de la danse et une vision qui prend en compte le corps met en place, à mes yeux, des objets auxquels on ne songeait pas et qui sont plus riches qu'on ne le croit. Troisième exemple, et je terminerai là-dessus sur mes problèmes un petit peu généraux. Troisième exemple, si vous partez du principe qui porte sur la représentation du corps. Comment se représente-t-on son corps ? Alors, il y a des histoires magnifiques dans lesquelles je ne veux pas rentrer, mais en gros, disons, la tradition, elle s'intéresse au corps comme étant un lieu essentiellement humide. C'est les humeurs qui sont importantes, c'est elles qu'il faut préserver, etc. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit que, si vous prenez ce repère-là, des pratiques qui semblent absolument distinctes les unes des autres, totalement indépendantes les unes des autres, finissent par se relier. Lorsque vous prenez le repère des humeurs, il y a une façon de manger, il y a une façon d'habiter, il y a une façon de se loger, il y a même une façon de se coiffer. C'est-à-dire que les textes vous disent « Ah, il faut faire sortir les humeurs en vous coiffant pour qu'elles... » Donc vous voyez, prendre la thématique de la représentation du corps, mon troisième point, c'est prendre une thématique qui vous informe
et qui vous permet de comprendre comment des pratiques apparemment distinctes sont en fait profondément unies. On peut continuer, représentation du corps à partir du moment où c'est l'énergie, tout change, c'est la poitrine qui devient importante. Aujourd'hui, un corps codé, informatisé, etc., c'est encore autre chose, etc. Je n'insiste pas. Je ne veux pas en plus te parler trop longtemps. Deuxième moment de ce que je voulais vous dire, la question de la géographie. Bon, évidemment, la question de la géographie vous met immédiatement en présence de corps vécus différemment selon les lieux. Je voudrais prendre 3 exemples rapides. Premier exemple, ce qui est magnifiquement dit dans une des rencontres, les corps invisibles. Vous avez effectivement, selon les lieux, une manière de dissimuler les corps rejetés, les corps méconnus, mal connus ou volontairement mal connus, en leur imposant des parcours, en leur imposant des lieux, en leur imposant des façons de s'habiller. Vous voyez, donc ça a des conséquences extrêmement grandes. Je dis tout ça parce que j'avais lu un livre il y a maintenant assez longtemps. J'avais trouvé magnifique qui portait sur les bonnes. C'était un livre d'Anne Martin-Fugier. Et en prenant le repère du corps, elle montrait à quel point les bonnes sont plus contraintes qu'on ne le croit. Elles ont des parcours imposés, elles ont des habits imposés, elles ont des propretés qui ne sont pas celles du maître, elles ont des odeurs, etc. Vous voyez ? Donc prendre ce repère-là installe, à partir de la géographie, des corps qui vivent totalement différemment. Deuxième exemple. Évidemment, aujourd'hui, c'est incontournable. Prenons le problème du genre, prenons le problème de la manière dont les corps aux femmes, selon les lieux, sont imposés. Vous savez, porter une burqa, avoir des trajets absolument contraints, être obligé à avoir des gestes contraints, ça montre qu'à partir du repère du corps, vous faites émerger des façons de vivre qui sont beaucoup plus mises en évidence, beaucoup plus aiguës que ne le seraient ces pratiques-là si on les regardait sans prendre le repère du corps. Je termine avec un 3e exemple, et j'espère ne pas avoir été trop long. C'est un exemple qui me fascine. Moi, je me demande comment la société occidentale, qui est en fait très centrée sur l'individualité et qui est donc très centrée sur l'enveloppe corporelle, en quoi elle se différencie de cultures qui, au contraire, tentent de faire exister la fusion dans l'espace. Et de ce point de vue, me semble-t-il, alors là, vous êtes mieux placé que moi pour y répondre, mais je suggère des questions de façon à ce que ce soit jamais complètement terminé. La société occidentale privilégie les individus. Plus vous avancez dans la société occidentale, plus l'individualisation s'impose. La chrétienté l'a déjà inventée, mais les sociétés modernes l'inventent encore davantage. La consommation suraccentue l'attention à soi, etc. Les sociétés orientales, elles ont pour horizon le fait de se fondre, le fait de disparaître en question dans l'éther. C'est 2 manières fondamentalement différentes de vivre le corps. Et je trouve que la richesse de nos échanges a montré l'ensemble des questions que très modestement je viens de poser. Et une fois encore, je vous remercie très chaleureusement pour les rencontres qui ont pu avoir lieu. Mais je suis sûr que mon ami à côté de moi va dire encore davantage. Allez, dites-nous en plus, Catherine Dolto. Je vais essayer, mais c'est... Alors, bien sûr, moi aussi, je remercie beaucoup les organisateurs. J'ai compris que, à travers moi, c'était la littérature jeunesse qui voulait honorer. Et j'en suis très touchée parce que c'est vrai que la littérature jeunesse est un peu souvent le parent pauvre des salons. Et donc, je trouve formidable d'avoir pris comme président quelqu'un qui s'adresse aux enfants. Donc ça déjà, merci. Et puis alors, bon, c'est vrai, la frustration, nous la partageons tous. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu voir et entendre que, bon, il paraît que c'est normal que nous soyons frustrés. Et il paraît que la frustration, ça fait grandir, donc on va tous grandir beaucoup. Mais j'ai trouvé génial qu'un festival de géographie prenne comme thème le corps. Parce que le corps, actuellement, c'est quelque chose dont tout le monde parle et que peu de gens comprennent pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup du corps en tant qu'objet, mais on ne parle pas du corps vécu. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, en aptonomie, puisque je suis aptothérapeute, on ne parle jamais du corps, on va parler de la corporalité. Le corps, c'est le corps-objet. Pour nous, le corps, c'est le cadavre. Parce que dès que quelqu'un est incarné, quand les cellules de vie des parents se rencontrent, nous sommes assignés à résidence dans une forme humaine avec laquelle il va falloir se débrouiller de notre conception, notre mort. Et cette forme humaine, c'est notre corporalité dans laquelle tout s'inscrit.
Et c'est très fascinant de faire la comparaison avec la géographie, parce que ce corps, c'est comme un territoire. C'est un territoire qui a ses circuits d'irrigation, qui a ses circuits d'information avec des étages très complexes, qui a ses couches géologiques, et ça, pour le comprendre, il faut passer par l'embryologie. Et par exemple, on sait maintenant, enfin, je pense le savoir, où sont inscrits les traces mnésiques non conscientes. Pour ça, il faut passer par l'embryologie et comprendre comment se constitue cette forme humaine qui engramme et enregistre toutes nos expériences affectives et toutes nos expériences en général. Mais en plus, dans laquelle chaque cellule se souvient de tout. C'est-à-dire que chaque partie de nous est au courant de tout de nous et contient tout de nous. Comment est-ce que des cellules qui se reproduisent, qui disparaissent, etc., laissent des petits testaments à celles qui arrivent derrière? On le saura peut-être dans 100 ans. Mais il y a, dans certaines zones corporelles, des traces de ce que j'appelle les chagrins tissulaires, c'est-à-dire des zones où il y a eu quelque chose, où il y a eu une blessure. Donc elle a été réparée, le chirurgien, le kinésithérapeute, tout le monde a fait son travail, mais là reste quelque chose qui est affectif, c'est-à-dire une trace où les tissus, ces couches géologiques, sont comme figés, crispés, etc. Ce qui, au bout d'un moment, retentit sur tout le territoire. Et c'est intéressant de penser le corps comme ça, comme un territoire qu'il faut s'approprier. Et humaniser un petit mammifère humain, ce ne serait pas autre chose que lui apprendre à connaître ce territoire pour mieux vivre avec. Et dans la période où nous sommes, où le narcissisme est flamboyant et où beaucoup de gens croient que leur image c'est eux et qu'ils sont leur image, alors que c'est tout à fait faux, et où des tas de systèmes électroniques permettent de tricher avec l'image, c'est comme si les gens se perdaient dans leur représentation et que du coup ils désertaient leur territoire corporel, ce qui est très mauvais pour la santé psychique et affective. Donc je trouvais génial de réunir la géographie et la corporalité. Voilà, alors je remercie tous les gens qui m'ont appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens très intéressants. J'ai appris la différence entre être foudroyé et fulguré. Hein, ça, vous savez ça, la différence? Hein? Ceux qui ont survécu au foudroiement sont des fulgurés. Et je trouve ça fulgurant. Voilà. Et je vous remercie de votre attention. Peut-être on peut échanger. Alors oui, la chose que j'ai retenue, c'est que quand même, dans diverses conférences que j'ai pu entendre, je sens avec un grand bonheur qu'on est en train de sortir de la pensée dualiste dans laquelle nous, occidentaux, nous sommes enfermés depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire la tête d'un côté, le corps de l'autre. Ça, c'est totalement inopérant pour l'éducation comme pour le soin. Il faut sortir de là. Et je crois, c'est comme sortir de nature-culture. Je crois qu'on est en train d'arriver à ce moment-là et c'est vraiment une bonne nouvelle. Je peux dire simplement un mot, c'est que je retiens évidemment un très grand souvenir des échanges que nous avons eus, et je trouve que vous insistez de façon extrêmement pertinente sur la façon dont on peut penser le corps comme étant une sorte d'espace charnel extrêmement profond, dont chaque petite partie garde quelque chose en mémoire. Ça me paraît absolument fondamental, et c'est une façon effectivement beaucoup plus riche et beaucoup plus neuve de penser le corps aujourd'hui. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Pour mettre l'accent là-dessus, quand les patients me parlent beaucoup de leur corps, au bout d'un moment, je leur dis écoutez, la semaine prochaine, venez sans votre corps. Et comme ça, on y verra plus clair. Et là, ils comprennent cette absurdité. Mais j'utilise une métaphore, vous connaissez tous cette expression, cet enfant est la chair de ma chair. Donc tout le monde entend qu'il y a une dimension historique, affective, très importante, et on comprend ce que ça veut dire. Personne ne dirait cet enfant est le corps de mon corps. Donc nous tous là, c'est de la chair qu'il s'agit quand nous éprouvons, quand nous pensons, quand nous raisonnons, c'est toujours en résonance avec la chair et avec la manière dont notre histoire la plus ancienne, notre histoire prénatale, notre histoire de tout début de vie est inscrite là. Voilà, alors je vous renvoie à vos histoires. Merci beaucoup. Une dernière question, parce que Georges Vigarello, la dernière rencontre, je crois, à laquelle vous avez participé ce matin, s'intitulait tout simplement «
les vieux. Puisque c'est le moment du règlement de compte, là, vous nous en voulez pas? Ah, je ne comprends même pas votre question. Je ne me sens absolument pas vieux. C'est bien ce qui me semblait. Vous me précipitez dans un précipice auquel je refuse totalement de tomber. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux à nouveau. On peut vous applaudir. Et Georges Vigarello, vous me disiez que vous avez vous-même été témoin de cette tension et de cette attente sur le thème de l'édition 2022. Il est donc grand temps d'en savoir plus. Je vous propose donc d'accueillir sur scène le maire de Saint-Dié-des-Vosges, David Valence, qui va tout nous révéler. Bien, monsieur le ministre, maire honoraire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, cher Christian Pierret, madame l'ambassadrice de France, madame la consul générale, madame la première vice-présidente du conseil départemental des Vosges, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère régionale, chère Charline, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis. Je vais commencer par une confidence. Évidemment, chaque année, quand on se retrouve à ce moment-ci, je vous dis que tout s'est passé pour le mieux du monde. Ça n'est pas complètement vrai, la plupart du temps. Et je crois que quand j'avoue ce petit mensonge par omission, je ne sais pas quel est le plus grave, Christian Pierret, dans la culture chrétienne, vous le savez sûrement mieux que moi. Quand j'avoue ce petit mensonge par omission, j'espère que je ne serai pas emporté comme Élie par un char de feu. Donc chaque année, je vous dis que tout s'est bien passé et en même temps, chaque année, il y a, c'est normal, des difficultés, des ajustements. Mais je dois dire que cette 32e édition, c'est la 8e que je connais en tant que maire de Saint-Dié-des-Vosges, ça fait déjà un quart des éditions. Et bien dans cette 32e édition, nous n'avons eu pas de difficultés sanitaires, puisque le système des bracelets et le civisme, surtout des uns et des autres, a permis de résoudre cette difficulté presque de façon légère. Nous n'avons pas vraiment eu de difficultés scientifiques, cher Marion, et je salue ici, même si vous êtes aussi une chercheuse engagée, la volonté d'équilibre que vous avez eue dans la construction de cette programmation, et qui a fait que chacun a pu s'y retrouver. Et je crois que c'était important que ce festival soit à la fois en prise avec les sujets d'actualité, avec les combats du débat, et aussi donne l'état de ce qu'est le débat contemporain. Bref, nous ne sommes jamais un festival qui est complètement d'un côté ni complètement de l'autre, nous sommes au milieu du débat, avec des personnalités engagées. Et donc pas de vraies difficultés scientifiques, ça s'est passé de façon très fluide, avec la direction scientifique. Vraiment, merci Marion. Pas de difficultés politiques, il y en a toujours beaucoup moins eu que ce qu'on disait, y compris au début de mon mandat, et il faut en saluer la volonté de construction et d'élégance de Christian Pierret et de l'équipe précédente. Et puis, il n'y a pas eu de difficultés financières cette année non plus. Et donc, c'est un festival qui s'est passé de façon étonnamment apaisé, en tout cas pour moi et je crois pour l'équipe aussi. Je voudrais aussi saluer le travail formidable qui a été fait par Thibaut Sardier à la présidence de l'association, saluer Victoria Caps qui une fois de plus s'est démenée, s'est dépensée pour que les uns et les autres nous chantions bien et saluer les équipes du Festival international de géographie et de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, parce que vous avez été nombreux, Madame l'ambassadrice de France, vous me le disiez encore tout à l'heure, vous avez été nombreux à apprécier l'accueil qui vous a été réservé par les Déodatiennes et les Déodatiens, l'attention qui vous était accordée aux uns et aux autres, et cela procède d'un vrai plaisir d'accueillir ici à Saint-Dié. Vous me permettrez à cet instant, puisque j'ai parlé des personnes qui font que le festival est ce qu'il est, qu'il change chaque année et qu'en même temps il est toujours fidèle à l'ambition du début. Vous me permettrez, au sein de tous ces bénévoles qui nous viennent en aide et qui permettent que le festival soit ce qu'il est, vous me permettrez d'avoir une pensée toute particulière pour un bénévole
à la fois emblématique et discret, qui est parti sur la pointe des pieds il y a quelques semaines, et dont je sais que beaucoup ici gardent un souvenir ému. Je pense à Dominique Paillard. Et je vous propose, plutôt que d'observer une minute de silence, de l'applaudir. Je sais que ça aurait beaucoup ému Dominique et peut-être que ça l'aurait un peu embarrassé qu'on l'applaudisse. Mais il le méritait. Alors, je suis là pour vous parler de la 33e édition. C'est un bon chiffre, paraît-il, et dans différents types d'engagements. On va d'abord essayer de nous rajeunir collectivement. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça? Parce que, ici même, il y a 2 ans, j'étais déjà là, je parlais comme aujourd'hui, peut-être avec quelques kilos en moins, mais je n'ai pas encore de cheveux blancs. Et nous avions parlé d'un pays invité qui finalement n'a jamais été invité. Nous avions parlé d'un pays qui est un pays ami depuis longtemps, même si on ne le sait pas toujours en France. C'est un pays qui, historiquement, a eu aussi, et peut-être d'abord, des liens très forts avec la Grande-Bretagne. Un pays qui regarde naturellement vers l'océan, le pays des premiers grands explorateurs occidentaux, le Portugal, qui sera donc, puisque ça devait être l'an dernier et que l'an dernier il n'y avait pas de pays invité, le Portugal, qui sera donc le pays invité pour l'année du Portugal en France, Madame la Consul Générale du Portugal à Strasbourg, je peux enfin vous donner le titre complet qui est le vôtre, ce sera donc le Portugal que nous accueillerons, et je suis sûr que pour les Portugaises et les Portugais, les Franco-Portugais et les Franco-Portugaises de Saint-Dié-des-Vosges, ce sera une grande fête, et pour Louis Maroux également, qui est, vous le savez, un géographe fidèle à notre festival. Et puis, le thème. Alors là, vous me permettrez de faire appel au goût que certains peuvent avoir ici de l'opéra. Quand on est programmateur, directeur d'une salle, d'un grand opéra, on sait qu'il faut innover. Il faut surprendre le public, il faut programmer de temps en temps un opéra de John Adams, par exemple Nixon in China, Madame l'ambassadrice de France. On sait aussi qu'il faut vraiment être arrimé à la création la plus contemporaine et à la création nationale, et donc on fait jouer de temps en temps Passion de Pascal Dussapin. Et en même temps, on sait que pour que le public s'y retrouve, il faut de temps en temps aller piocher dans le répertoire, comme on dit à l'opéra, c'est-à-dire faire jouer Madame Butterfly pour ceux qui aiment Puccini, aller chercher un Tosca, parce qu'on sait que ça va marcher. Et donc cette année, ou plutôt la prochaine, nous nous sommes dit qu'il fallait aller puiser dans le répertoire géographique. Et là où la question de cette année avait pu surprendre, ou d'autres années nous avions surpris avec les mondes animaux, il nous fallait revenir à un thème en apparence, mais il faut parfois se méfier de la limpidité, en apparence simplement géographique, celui des déserts. Et ces déserts, bien sûr, ce terme-là, qui définit d'ailleurs en creux ce qui est plein, ces déserts-là, on en retrouvera beaucoup dans le débat contemporain, qu'il s'agisse de déserts médicaux, de déserts culturels, de déserts démographiques ou de déserts affectifs. Et on verra ce que la géographie a à nous dire peut-être des déserts affectifs et des déserts culturels. En tout cas, vous l'aurez compris, Saint-Dié-des-Vosges n'est pas un désert. Il y a peut-être des petits déserts à Saint-Dié, mais il faudra nous les indiquer. Il y a beaucoup d'oasis surtout. Et je sais à quel point les uns et les autres ici est attachés à ce festival, comme non pas, je le disais, à
une sorte de moment qui serait complètement isolé du reste de la vie de la cité, mais comme un point culminant dans une vie culturelle qui est riche tout au long de l'année. Et donc, je vous dis tout simplement, pour les déodaciennes et déodaciens qui sont là, qui resteront avec moi là tout au long de cette année, quand les festivaliers seront repartis, je vous dis, ne vous inquiétez pas, le festival de l'an prochain sera magnifique comme celui-là qui a été particulièrement réussi. Et puis nous allons préparer ensemble tout cela. Et puis aux uns et aux autres qui nous rejoindront peut-être l'an prochain, je dis, vous êtes chez vous à Saint-Dié-des-Vosges, sur cette terre d'accueil, cette terre généreuse des Vosges, cette terre vraie où on a su inventer un festival populaire et exigeant. À l'année prochaine. Merci beaucoup, monsieur le maire, merci beaucoup, David. Alors, me revient la charge de vous annoncer, il est au téléphone avec nous, j'espère que la liaison est bonne parce qu'il est aux États-Unis, l'identité du directeur scientifique qui mènera cette programmation autour des déserts dans toute leur diversité, comme l'a dit David. Il s'appelle Julien Brachet, il est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement à l'Université Paris 1. Il va passer une bonne partie de son année à l'université donc de Princeton. Julien, est-ce que tu nous entends ? Eh ben non. Et voilà, le désert téléphonique. Et ben alors, on va voir s'il finit par nous répondre, mais j'avais évidemment prévu le coup, donc je vais vous dire que Julien, il est spécialiste du désert du Sahara, et notamment des circulations, des mobilités dans ce désert, parce que nous voulions quelqu'un... il dit qu'il est là en texte, alors je ne sais pas, il doit avoir un problème de son quelque part. Allô. Voilà, tu nous entends ? Est-ce que tu m'entends ? Oui. Allô ? Oui. Ça y est ? Oui, c'est bon, tu peux parler, Julien. Ok, super. Bonjour tout le monde. Voilà, bon, on a eu des petits problèmes techniques depuis une bonne heure, mais c'est bien si ça passe au bon moment. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, un petit mot à distance, un de plus, et je m'en excuse. J'aurais bien sûr préféré être parmi vous aujourd'hui, mais c'était hélas pas possible, ou en tout cas pas raisonnable d'un point de vue écologique. Alors, je vais commencer par remercier en avance presque toute l'équipe du festival et en particulier Thibaut Sardier de m'avoir pioché dans le répertoire classique de la géographie apparemment et m'avoir proposé d'assurer la direction scientifique du prochain festival international de géographie qui se tiendra donc dans un an et qui aura pour thème ce thème classique mais peut-être pas si classique que ça, des déserts. Alors un terme oui, plus classique que n'est celui du corps, mais un thème qui continue de fasciner et d'être d'une grande actualité sociale, politique et scientifique pour de nombreuses raisons. Et en tout cas, quand on travaille sur ce thème et ces espaces, on en a bien conscience. Et tout d'abord, je voudrais rappeler que les régions dites désertiques, elles représentent quand même 20 à 30% des terres émergées de la planète. Donc, une part conséquente de la surface du globe, mais une part qui va varier fortement selon les manières dont on va définir les déserts. Selon les critères retenus, puisqu'évidemment, au-delà du taux d'aridité, on peut prendre en compte l'altitude, le climat, la flore, la faune, ou encore la présence humaine, historique et contemporaine. Et nous voilà donc immédiatement plongés au cœur de notre discipline, au cœur de la géographie qui s'intéresse tant à la morphologie terrestre et au climat qu'aux écosystèmes et aux sociétés humaines. Donc la géographie qui pourrait même apparaître d'une certaine manière comme la science des déserts s'il en est. En tout cas, c'est le pari qu'on souhaite relever pour ce prochain FIGE de 2022, se saisir de cette diversité interne de la discipline géographique pour questionner et donner à voir et à comprendre les multiples facettes des espaces désertiques, leur place dans le monde, leur fonctionnement interne, leur transformation contemporaine, etc. Car bien sûr, les déserts sont multiples, évidemment. Ils sont arides, semi-arides, hyper-arides, chauds ou froids, côtiers ou d'altitude, composés majoritairement de sable ou de pierre, de sel ou de glace. Ils sont également mouvants, comme le rappellent les processus de désertification à l'œuvre dans certaines régions du globe, ou encore la fonte du permafrost, des calottes glaciaires ailleurs. Et si la biodiversité est toujours relativement limitée comparée à d'autres biomes, la vie n'y est pas absente, et humains et non humains habitent l'ensemble des déserts terrestres. Alors le
Le FIGE de 2022 sera ainsi l'occasion de discuter des effets du changement climatique sur les déserts, de saisir comment les présences humaines dans les déserts, qu'elles soient nomades ou sédentaires, comment est-ce que ces présences se recomposent à l'aune des évolutions démographiques, technologiques, économiques aussi, ou encore d'interroger les conflits qui ont porté à des déserts, qu'il s'agisse de conflits autour des ressources naturelles, de rébellions armées, ou de véritables guerres, telles celles menées actuellement par l'armée française au Sahel et au Sahara. Des conflits qui toujours transforment à différentes échelles les contextes géopolitiques dans lesquels ils se déroulent. Et enfin, comme l'a rappelé le maire de Saint-Dié à l'instant, on pense qu'on s'intéressera également à d'autres déserts plus métaphoriques. Et on peut rappeler là, le célèbre ouvrage du géographe Jean-François Gravier, publié en 1947, Paris et le désert français. Alors, 75 ans plus tard, en temps de pandémie, on a vu que certains déploraient effectivement les déserts médicaux du pays, d'autres étaient ravis de quitter les grandes aires urbaines pour s'installer dans des régions rurales perçues comme des déserts démographiques, et autant d'acceptations du terme qui ne manqueront pas d'animer les débats et de nous dire si le maire de Saint-Dié a raison en pensant Saint-Dié comme une oasis, pas forcément au cœur du désert. Alors des débats auxquels participeront des géographes et des collègues d'autres disciplines scientifiques, et bien sûr, comme toujours, des artistes et des écrivains d'ici et d'ailleurs. Donc en somme, un fantastique festival en perspective et une possibilité de porter un regard nouveau sur le répertoire classique de la géographie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Julien. Alors on ne t'a pas vu, mais je pense qu'on a entendu à l'intonation de ta voix le dynamisme qui est le tien un an avant. Donc on espère le retrouver intact dans 365 jours. Et effectivement, c'est à cette diversité des approches qu'on vous invitera. On ira au Sahara, on ira près des pôles. On s'intéressera donc à ces fameux déserts métaphoriques, les déserts alimentaires, déserts médicaux qui sont peut-être près de chez nous. Et puis il reste une question en suspens. Portugal, désert, pas beaucoup de points communs. Alors j'ai cherché, s'il y en a un, et évidemment, du coup, il sera dans la programmation, le foot, le Portugal, et l'arrivée d'une Coupe du Monde en plein désert, ce sera évidemment un beau lien qui nous permettra peut-être d'organiser des matchs, parce qu'après tout, après une année sur le corps, il n'y a pas de raison de ne pas faire plutôt de matchs de foot à Saint-Dié pendant le FIG. Donc rendez-vous du 30 septembre au 2 octobre 2022, et merci d'avoir été là cette année, évidemment.